Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, loin du chaos et de l'indécision causée par Trump au Moyen-Orient, les US connaissent une autre actualité ce printemps, celle des primaires pour les élections de mi-mandat. Partout dans le pays, les électeurs sélectionnent les candidats qui les représenteront en novembre prochain. Et hier, mardi 2 juin, c'était une étape importante de ces primaires puisqu'on votait dans 6 États, dont la Californie, l'État le plus important aux États-Unis. Alors que la popularité de Trump est en forte baisse, je voudrais que vous nous disiez quelle est l'évolution du rapport de force politique que traduisent ces primaires entre républicains et démocrates, mais surtout au sein de chaque parti. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la situation ? Oui, on va commencer par la cote de popularité de Trump. Vous avez raison, elle est au plus bas. Au 2 juin, on a près de 58% d'opinions défavorables du président, 48% d'opinions très défavorables du président, contre environ 38,5% seulement, dans le contexte américain, d'opinions favorables du président. Les facteurs de cette dégradation, ce sont évidemment la politique étrangère, mais aussi des erreurs qui se répètent en politique intérieure. Je vous rappelle que devant les critiques, Trump a dû renoncer cette semaine au fonds de 1,8 milliard de dollars qu'il avait prévu, des fonds publics, pour indemniser les personnes qui ont participé à l'assaut du Capitole en 2021. Tout ça dessine des bonnes perspectives pour les démocrates en novembre prochain, non ? Oui, absolument. Si on croit les sondages, les démocrates sont bien partis. Mais attention, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient amoindrir leur victoire dans les urnes. C'est d'une part la guerre du redécoupage électoral, qui va créer un certain nombre de circonscriptions républicaines au détriment des électeurs démocrates. Ça, c'est la décision de la Cour suprême Louisiana versus Calais, dont nous avons parlé il y a quelques semaines. À quoi s'ajoute le nettoyage abusif des listes électorales par le département de la justice de Trump, la suppression du vote par correspondance dans un certain nombre d'endroits, etc. Tout ça, ça va entraver l'accès au vote de certaines catégories de population plutôt démocrates. À chaque fois, les citoyens engagent des recours et ce sont les décisions de justice qui auront le dernier mot. Est-ce qu'elles seront plutôt favorables à Trump ou pas ? Il faut vraiment suivre un décompte quasi hebdomadaire de la situation. On suivra ça avec grande attention. Mais alors, venons-en aux primaires. Qu'est-ce qu'elles disent sur le rapport de force politique aux États-Unis ? Les primaires renseignent le plus souvent sur l'état des forces entre courants au sein des partis, puisqu'il s'agit le plus souvent de primaires partisanes, primaires républicaines ou primaires démocrates. Et là, ce printemps, il se produit un développement vraiment très intéressant concernant les primaires républicaines. Ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que Trump a, dans de nombreux cas, soutenu un candidat hyper MAGA contre un autre candidat républicain. Alors attention, les candidats attaqués par Trump ne sont pas des candidats républicains modérés ou centristes. Il peut s'agir de candidats eux aussi extrêmement radicaux, mais ils ne sont pas considérés comme assez loyaux par le président. Avec un critère fondamental qui est-ce qu'ils adhèrent à la thèse de Trump de « j'ai gagné les élections de 2020, elles m'ont été volées et l'invasion du Capitole était d'une certaine manière légitime ». Un acte démocratique. Un acte démocratique. Et si on n'adhère pas à cette théorie, à ce moment-là, on est réputé anti-trumpien et Trump soutient le candidat le plus extrême de ce point de vue-là. C'est tout à fait ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans la plupart des cas, ce sont les candidats soutenus par Trump qui ont remporté les primaires républicaines. Je vous donne 2 exemples. Le siège de représentant à Washington dans une circonscription du Kentucky, Trump a déversé des financements de campagne absolument délirants pour faire élire son candidat qui s'appelle Ed Galbraith et qui a battu le sortant, Thomas Massie. Thomas Massie, c'est cet élu républicain de tendance libertarienne qui est extrêmement opposé aux interventions militaires à l'étranger, notamment en Iran, mais qui surtout réclame depuis des mois la publication des dossiers Epstein. Oui, ça, on comprend que ce ne soit pas hyper populaire chez Trump. Et le second exemple dont vous nous parliez ? C'est la primaire qui a eu lieu au Texas pour le siège de sénateur à Washington. Le sortant John Cornyn a été battu par le candidat de Trump, Ken Paxton. Or, ce dernier a plein de casseroles. Il a été condamné pour fraude fiscale, pour corruption. Sa femme demande le divorce pour adultère. Et maintenant qu'il est élu, c'est ce Ken Paxton qui va faire face au candidat démocrate en novembre prochain, James Talarico, un pasteur presbytérien extrêmement charismatique. C'est la nouvelle coqueluche des médias démocrates. Ce dernier pourrait donc l'emporter
contre le candidat républicain. Et si c'est le cas, ce serait la première fois depuis 1993 que le Texas envoie à Washington un sénateur démocrate. Ce serait vraiment très important. Ce qu'il faut conclure sur ce cycle de primaires républicaines, c'est que les candidats vraiment très radicaux soutenus par Trump et qui l'emportent pourraient en réalité faire perdre leur parti en novembre prochain. Ouais, un alignement sur Trump qui serait finalement contre-productif. Ça, c'est pour le rapport de force côté républicain, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir du côté démocrate et en particulier à la lumière de l'élection de Californie qui est toujours très indicative du sort de ce parti et de ses candidats? Oui, les primaires avaient lieu donc hier, 2 juin, en Californie. Alors attention, dans cet État, depuis 2012, ce ne sont pas des primaires partisanes, démocrates d'un côté, républicains de l'autre, ce sont des primaires uniques pour tous les partis. Tout le monde se présente en même temps et on garde les 2 premiers pour l'élection générale en novembre prochain. Les 2 premiers de chaque parti? Non, pas du tout. C'est une all-party primary. Tous les partis, tous les candidats se présentent sur une seule primaire. Et on garde les 2 personnes qui sont arrivées en tête. Même s'ils sont du même parti? Exactement, et donc depuis 2012, vous avez eu très régulièrement des finales, en quelque sorte, où il y a 2 candidats démocrates. Dans cet État, il y a 45% de démocrates contre 25% de républicains, donc c'est dans ce sens-là que ça se produit. L'exemple le plus fameux, c'est en 2016, l'élection qui a conduit Kamala Harris au Sénat à Washington, elle faisait face à une autre démocrate. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de cette nuit en Californie? Les primaires concernaient évidemment énormément de sièges dans l'État. On va parler que des 3 qui me semblent les plus importantes. Il y avait d'abord la mairie de Los Angeles. Là, la maire sortante, Karen Bass, devrait pouvoir se représenter en novembre prochain. Elle est défiée à la fois par des candidats sur sa gauche et sur sa droite. Et là, les résultats ne sont pas encore définitifs. Deuxièmement, la circonscription de Nancy Pelosi à San Francisco. Nancy Pelosi, qui est l'ancienne speaker démocrate de la Chambre, ne se représente pas parce qu'elle est vraiment très âgée. Là, les résultats ne sont pas non plus complets ce matin. Ça va vraisemblablement se jouer entre 2 candidats démocrates, progressistes et modérés, en novembre prochain. Le débat d'ailleurs entre progressistes et modérés au sein du Parti démocrate en Californie se joue beaucoup sur les inégalités qui sont vraiment criantes dans le contexte de l'État. La proposition qui est très à la mode en Californie ces temps-ci est portée par les progressistes. C'est celle d'une taxe de 5% sur les milliardaires de type taxe Zuckman. 5%, c'est plus de 2 fois le taux auquel on pensait en France quand on a évoqué il y a quelques mois cette possibilité d'une taxe Zuckman qui a été balayée du revers de la main. Je referme la parenthèse, Laurence. Oui, et on conclut sur la Californie avec la primaire pour le siège de gouverneur. Gavin Newsom ayant fait ses 2 mandats, il ne pouvait pas se représenter. Et puis, en plus, on sait qu'il pense au présidentiel de 2028. Oui, il a en quelque sorte pris le poste de porte-parole des démocrates anti-Trump. Il est le plus visible dans cette croisade d'opposition contre le président américain. Oui, pour l'instant, mais vous allez voir, il n'est pas tout seul. Quoi qu'il en soit, dans cette primaire pour le poste super important de gouverneur de Californie, rien ne s'est passé comme prévu. On attendait Kamala Harris, non ? Oui, pendant très longtemps, elle a laissé entendre qu'elle allait se présenter, et puis au final, elle a renoncé. On pense qu'elle aussi a des ambitions présidentielles. Par la suite, depuis l'automne dernier, c'était un autre démocrate, Eric Swalwell, qui tenait la corde, mais lui aussi a dû se retirer très tard dans la campagne, en avril, sur des allégations d'inconduite sexuelle diverses. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, dans les dernières semaines, on a eu dans cette primaire côté démocrate que des candidats de second rang. Ce qui semble se profiler ce matin, c'est qu'on aura une élection en novembre prochain entre un démocrate, Xavier Becerra, ancien secrétaire à la santé sous Biden, pas très galvanisant, et de l'autre côté, un républicain, Hilton, MAGA standard, qui a été présentateur sur Fox News. Et alors, quel enseignement vous en tirez à chaud de ces rapports de force qui se dessinent ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le sentiment anti-Trump bénéficie évidemment aux démocrates, mais que ça ne suffit pas à régler leurs problèmes internes. Les primaires en Californie illustrent absolument le manque de projets fédérateurs dont souffre le Parti démocrate et le manque aussi d'incarnation. Les candidats n'ont aucun charisme. Alors ce problème de projet et d'incarnation qui n'est pas sans rappeler celui du Parti socialiste en France, c'est un problème que les démocrates doivent absolument régler pour aborder les présidentielles de 2028, en position de force s'ils le peuvent. On comprend à vous entendre que Kamala Harris et Gavin Newsom comptent se présenter, ça fait pas vraiment rêver. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce des nouveaux candidats potentiels ?
Oui, justement, il y a du nouveau dans le champ des candidats côté démocrate. Un nouveau nom est apparu dans le mix récemment, que je trouve très prometteur, c'est celui de Mark Kelly, qui est sénateur d'Arizona depuis 2020. Mark Kelly a un profil vraiment intéressant. C'est un ancien pilote de chasse dans la Navy, il est vétéran de la guerre en Irak. Il a ensuite été astronaute avec 4 missions à son actif. Il est également connu, malheureusement, parce que sa femme, Gabrielle Gifford, qui était élue à l'époque, a été grièvement blessée dans une tentative d'assassinat en 2011. Il a explosé médiatiquement en novembre dernier, 2025, parce qu'il a tourné avec d'autres collègues élus du Congrès une vidéo à destination des militaires américains ou membres des communautés du renseignement, leur rappelant qu'ils avaient le droit de désobéir à des ordres lorsque ces ordres étaient illégaux. C'était dans le contexte des frappes opérées par l'armée américaine contre les bateaux de narcotrafiquants dans les Caraïbes. Et alors, quelles sont ses positions politiques plus généralement ? Elles sont toutes justifiées par le profil que je viens de vous décrire. Tout d'abord, il est contre le port d'armes, ça c'est ce qui est arrivé à son épouse. Ensuite, il est très ferme sur les questions de défense, il est tough on defense, ça c'est son passé de militaire, et c'est un point extrêmement important parce que les républicains accusent toujours les démocrates, avec une certaine efficacité, d'être au contraire weak on defense, faible en défense. Donc lui ne pourrait pas être accusé sur ce point-là. Il y a une relation très abrasive entre lui et Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense, ou le secrétaire à la guerre, comme il aime s'appeler. Kelly ne se privant pas de dire que Hegseth est le plus incompétent des secrétaires à la défense que les États-Unis aient jamais connu, et d'exposer l'ensemble de ses turpitudes et de ses contradictions. Pete Hegseth et Trump, de leur côté, ont accusé Kelly de sédition et ont appelé à l'application de la peine de mort dans son cas. Donc on est au-delà de l'abrasif. Les autres positions de Kelly, je poursuis. Comme il vient de l'Arizona, qui est un État frontalier du Mexique, eh bien, il est relativement favorable à un contrôle ferme de l'immigration, ce qui donne une position là aussi assez modérée pour un démocrate. Il est également extrêmement sensible aux questions de dérèglement climatique. C'est aussi son origine arizonienne qui parle, puisque l'État connaît une sécheresse incroyable depuis une dizaine d'années. Sur les questions économiques, enfin, il est favorable à un retour des usines aux États-Unis. Je pense qu'il serait sur la ligne d'une intervention de l'État en matière industrielle et économique, un peu comme les Bidenomics qu'on a connus il y a quelques années. Bref, Kelly semble un candidat rassembleur et charismatique. Mais alors il y pense en se rasant à se présenter à la présidentielle ? Mais tout à fait, il a dit à la BBC en février dernier qu'il envisageait sérieusement une candidature. Eh bien, on verra si votre oracle se vérifie. Laurence, j'engage en tout cas nos auditeurs à aller voir qui est Kelly sur Internet. Vous allez voir que, il me semble qu'il y a une sorte de stature d'homme d'État, de gravité, de communication, de confiance qui rassure énormément pour les États-Unis dans un contexte où tout ça a été absolument piétiné et réduit à l'état de cendre par l'administration Trump et par Trump au premier chef. Oui, et qu'on ne voit pas chez beaucoup d'autres candidats possibles. Eh bien voilà, nous savons pour qui nous voterons, à nous à qui on ne demandera pas notre avis. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.